Bonsoir à tous, Sébastien Galpier, vice-président culture et patrimoine du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Je tenais à venir ce soir pour vous accueillir pour cette nouvelle conférence d'éco d'archéologie dans le cadre des 13e journées départementales de l'archéologie. Ça s'inscrit dans ce cadre-là aujourd'hui, mais éco d'archéo, c'est aussi donc une conférence tous les trimestres avec nos partenaires, la MSH, la Maison des sciences de l'humanité, le musée de Gergovie et donc le conseil départemental qui organise voilà, une fois par trimestre ces conférences pour nous éclairer, pour connaître toujours mieux nos ancêtres gaulois, gallo-romains. Voilà, donc c'est à chaque fois un nouveau thème. Aujourd'hui, donc, déjà, je tiens à remercier les conférenciers présents. Merci beaucoup pour leur travail. C'est en lien aussi avec les archives départementales qui sont représentées ce soir. Ce soir, le thème, on m'a dit que c'était un sombre sujet de tablettes de défiction, c'est ça? Je le prononce bien? Je ne suis pas un spécialiste de tablettes de défiction, pas encore. J'ai essayé avec certains concurrents politiques, mais ça n'a pas trop bien marché pour l'instant. Donc voilà, je suis encore novice en magie noire. Mais en tout cas, ça va être un beau sujet intéressant, des tablettes qu'on retrouve beaucoup, en tout cas qu'on a retrouvé sur le département du Puy-de-Dôme, que ce soit dans les sanctuaires et notamment dans les sources de Chamalières. Mais là, je vous laisserai après développer sur ce sujet-là. Mais dans le département, on en a retrouvé quelques-unes et à chaque fois, c'était le mauvais œil qui était au rendez-vous apparemment. Vous allez nous expliquer tout ça parce qu'on est bien curieux de connaître de quoi il en retourne. On avait aussi un spécialiste apparemment dans le département du Puy-de-Dôme et les archives départementales en ont gardé quelques traces avec un fonds. Alors j'ai plus, je suis désolé, j'ai mal appris ma fille, j'ai plus le nom du Auguste Odolan. Bah oui, comment je peux oublier Auguste? Donc c'était Auguste Odolan qui était spécialisé dans ces tablettes, qui les déchiffrait pour nous et pour notre plus grand plaisir aujourd'hui. Donc en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette chapelle des Cordeliers, lieu de patrimoine du conseil départemental. Donc on est dans un lieu de patrimoine et on va parler de patrimoine. Donc bonne conférence à tous et merci pour votre venue et pour votre curiosité archéologique. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, comme Monsieur le vice-président vient de le dire, donc je travaille aux archives départementales du Puy-de-Dôme où nous avons la chance de conserver le fonds effectivement de Auguste Odolan, archéologue du 19e siècle et qui était spécialisé dans l'étude des tablettes de malédiction ou de défiction. Donc, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel en fait du rôle et des missions des archives pour bien comprendre en fait le pourquoi du comment est-ce qu'on conserve nous aujourd'hui ce fonds d'archives, puisque les missions principales des archives, on les résume généralement en 4 C: collecter, classer, conserver et communiquer. Donc les documents d'archives sous toutes leurs formes. Majoritairement, ça va être du papier. On conserve à peu près une quarantaine de kilomètres linéaires de documents dans notre dépôt qui est dans le quartier de Croix-de-Néra, pour vous donner une petite idée. Mais on ne conserve pas que du papier. On peut trouver aussi des photographies. On a plusieurs milliers de photographies, de films et parfois quelques objets, comme c'est le cas donc, de 4 tablettes de malédiction notamment, qui en font finalement nos plus vieux documents conservés aux archives départementales, puisqu'elles dateraient des 2e, 3e siècles. Généralement, c'est vrai que quand on fait les visites guidées, on a coutume de dire que notre plus vieux document est un document médiéval, donc le diplôme du roi Eudes, qui date de 887, mais non, en fait. Ce sont ces tablettes de malédiction qui sont beaucoup moins connues. En tout cas, les archives départementales ont vraiment une mission obligatoire. Donc, c'est les départements qui sont, depuis la décentralisation, dans l'obligation de collecter et de conserver pour tout le département tous les documents produits par les administrations publiques. Donc, on parle ici d'archives publiques. Le cas d'Auguste Odolan est différent, puisque là, il ne s'agit pas d'une administration, puisque les administrations publiques ne sont pas les seules à produire des archives. Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les archives privées, donc à savoir les particuliers. C'est le cas de personnes physiques, c'est le cas de familles. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'Auguste Odolan ce soir, mais ça peut être aussi des personnes morales de droit privé, comme des entreprises, des associations ou des syndicats. L'intérêt d'avoir ces archives privées, c'est d'enrichir la mémoire collective, d'éclairer l'histoire locale
et surtout d'apporter un regard différent, parfois complémentaire, sur les événements passés, puisque les archives publiques ont tendance à être plus administratives, plus factuelles, et avec les archives privées, on a un côté un petit peu différent. On aborde les choses de manière différente, parfois plus personnelle, et c'est intéressant de pouvoir aussi croiser ces regards-là. Sachant qu'on n'a pas d'obligation légale en ce qui concerne les archives privées, comme c'est le cas pour les archives publiques. Les archives publiques, on est obligé de les collecter, de les recevoir. Les archives privées, c'est un petit peu différent. Les modalités d'entrée sont différentes, en fait. On n'a pas d'obligation, donc on est plutôt sur de l'étude, en fait. Voilà, on a pas mal de gens qui viennent aux archives départementales avec leurs documents en disant voilà, je suis en train de vider la maison d'un parent, par exemple, j'ai retrouvé ces documents qui pourraient être intéressants pour l'histoire locale. Et donc là, nous, on va effectivement examiner ces documents pour voir si oui ou non ils peuvent faire l'objet d'un dépôt ou d'un don aux archives départementales. Puisqu'effectivement, il y a différents statuts juridiques, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, juste différents statuts juridiques pour ces documents d'archives privées. Ils peuvent être soit donnés, soit légués, soit le service peut aussi en faire l'acquisition, donc l'achat. Dans ces trois cas, les documents qui arrivent aux archives par ce biais-là vont être intégrés aux collections publiques. Donc, ils deviennent de fait imprescriptibles et inaliénables, comme c'est le cas de tous les documents publics, enfin les archives publiques. C'est le cas aussi pour les collections des musées, par exemple. Et donc, voilà, on peut revendiquer la propriété de ce bien en cas de vol. Et surtout, on peut aussi, on ne peut plus sortir du domaine public ces documents-là. Autre cas, le dépôt qui est un petit peu différent, puisque là, en l'occurrence, le déposant garde les droits de propriété sur ces archives. Et à ce moment-là, les archives départementales sont simplement garants de la prise en charge et de la restitution en nature, si besoin, des archives. Donc, pour le cas qui nous intéresse, pour le fonds Odolan, ici, on est sur un don. Donc, à chaque fois que ces documents entrent aux archives, il y a une phase de négociation. Bon, Odolan, c'était en 1972, c'était il y a un petit peu plus longtemps, mais voilà, il y a toujours une discussion en fait avec la personne pour justement voir, évoquer avec elle le statut le plus approprié. Est-ce que c'est un dépôt? Est-ce que c'est un don? Etc. Et fixer un petit peu les conditions de cette entrée dans les fonds des archives. Et notamment, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, qui est un mot un petit peu barbare, la communicabilité. C'est-à-dire quel accès on va donner à ces documents-là. Puisque pour les archives publiques, on a des règles de communicabilité qui sont fixées par l'État. D'un point de vue juridique, on doit les respecter en fonction de la nature de l'information qui est contenue dans les documents. Pour les archives privées, on n'a aucune obligation. Donc généralement, on essaye de discuter avec la personne pour se caler un petit peu sur ces directives nationales. Mais l'objectif premier, c'est de toute façon de mettre à disposition du public le plus d'informations et de documents possibles. Donc je vous ai dit, aucune obligation légale de conserver en fait les documents qui nous sont apportés par des personnes privées, mais on va quand même regarder, établir un peu des critères qui vont nous permettre de sélectionner ce qui peut rentrer ou pas dans les fonds des archives. Donc on va bien sûr regarder l'intérêt documentaire du fonds. Est-ce qu'il a un intérêt historique, scientifique, sur une thématique particulière, sur une période particulière? Est-ce qu'il concerne une personne qui a joué un rôle clé dans l'histoire locale, nationale, voire internationale? Pour le coup, avec Odolan, on est exactement dans cette thématique-là. Et on va voir aussi l'originalité du fonds. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver ailleurs ou pas? Est-ce qu'il existe un équivalent ou pas? Et juger aussi de son caractère complémentaire par rapport aux sources déjà conservées. Je vous parlais tout à l'heure d'archives un peu plus personnelles. C'est le cas, par exemple, pour les 2 conflits mondiaux, où on va avoir au niveau des archives publiques plutôt des rapports, des choses assez factuelles, mais on va avoir au niveau des archives privées une documentation qui est tout à fait différente, puisque, par exemple, on peut avoir de la correspondance avec la famille, avec les amis. Donc, voilà, ça permet d'avoir une lumière complètement différente sur le sujet. Donc, voilà un petit peu pour vous contextualiser ce que sont les archives privées. Je voulais aussi faire un petit, comme on est dans le cadre
des journées de l'archéologie, voilà, un petit focus sur l'archéologie, puisque ces archives privées, finalement, c'est elles qui vont nous apporter le plus de matière sur la thématique de l'archéologie, puisqu'on conserve les fonds de 3 archéologues, donc Augusto Dolan, on en a déjà parlé, mais aussi Pierre Pardou-Mathieu, qui est un archéologue du 19e siècle et qui a notamment fouillé le temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme. Et un petit peu plus récent, on est en train de classer, là, vous voyez, c'est tout en cours, les archives de l'archéologue Hugues Vertet, qui a été conservateur du musée de la céramique de Lezoux, donc plutôt sur la partie XXe siècle. On peut aussi conserver des fonds d'association. C'est le cas du Centre d'études et de recherche d'archéologie aérienne, par exemple, qui nous a déposé ses archives il y a peu. Alors là, on va être surtout sur de la documentation photographique, par exemple. Et à côté de ça, on va avoir le reste des fonds publics. Voilà, donc là, on repasse côté archives publiques avec les fonds de la direction régionale des affaires culturelles, une partie du fonds du service régional de l'archéologie et un petit peu plus ancien, les fonds de la commission des monuments historiques et de la commission des sites et des monuments naturels. Donc ça, c'est vraiment une documentation qui est intéressante pour l'histoire de l'archéologie en Auvergne, ce qui a été fouillé, comment ça a été fait, etc. Ça permet vraiment de documenter parfois aussi le contexte de trouvailles des objets qu'on va voir conservés au musée Bargouin, par exemple. Voilà, ça permet toute cette documentation-là. Et à côté de ça, les archéologues engagés dans des opérations de fouilles, qu'elles soient préventives ou programmées, peuvent aussi s'appuyer sur les sources plus larges qui sont conservées aux archives départementales. Je pense par exemple aux archives du cadastre ou encore aux archives des établissements religieux, par exemple, d'Ancien Régime, pour voir l'évolution du bâti ou des choses un petit peu comme ça. Donc voilà un petit peu sur ces questions-là. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc le fonds Augusto Dolan. Donc Augusto Dolan, il est finalement plus vraiment connu aujourd'hui du grand public, mais c'était vraiment une figure universitaire du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une rue de Clermont qui porte encore son nom, si ça vous parle. Il a été professeur de langue et de littérature latine à la faculté de Clermont, donc ce qui explique sa présence à Clermont à partir de 1893. Et surtout, il a dirigé le musée Bargouin pendant près de 30 ans. Donc, il est connu localement pour ses campagnes de fouilles archéologiques en Auvergne, principalement le site du temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme, la nécropole des Marques de Verre, et surtout, il est reconnu internationalement pour ses recherches en Afrique du Nord, sur l'Afrique du Nord antique. C'est un épigraphiste qui a vraiment une renommée internationale. Il a été élève de l'école française de Rome et il a été le premier à être envoyé en Algérie pour une mission en 1889. Donc, au fur et à mesure de sa carrière et de ses multiples activités, Audolan a amassé vraiment une quantité d'objets, d'ouvrages et d'archives en tout genre qui sont restés chez lui après son décès. Son fils, en 1972, va décider d'en faire don à plusieurs institutions clermontoises. Donc, les ouvrages vont être donnés à la bibliothèque du patrimoine de Clermont, donc environ 3000 références. Les archives privées et les archives scientifiques vont être versées aux archives, ce qui correspond globalement à 25 boîtes d'archives. Et tout ce qui est objet immobilier va être donné au musée Bargouin, donc à peu près 330 objets. Donc c'est ce qui va expliquer qu'on retrouve en tout cas notamment les tablettes de défiction à la fois aux archives et au musée Bargouin. Pour faire un petit focus vraiment sur le fond en lui-même qui est conservé aux archives, il est assez intéressant parce qu'il nous permet d'appréhender vraiment les différentes facettes de sa carrière. Déjà, sa carrière universitaire, puisqu'il était enseignant, donc on va trouver tout ce qui est tous ses cours, ses notes, ses liens avec sa correspondance avec les autres professeurs, voilà, son investissement dans la vie universitaire d'une manière plus globale. On va trouver aussi des choses plus personnelles. Donc là, je vous en ai mis un exemple, par exemple, avec voilà, des photos. Vous voyez ici, donc il a intitulé Sérénade, cette photo-là, et celle-ci sur l'Atlantique. Voilà, donc on a un certain nombre de photos familiales.
d'archives familiales aussi, de correspondance, et de correspondance aussi avec ses collègues. Donc ici, vous avez une lettre qui lui était adressée, du coup, de la part de Richard Wunsch, voilà, qui était un autre chercheur qui travaillait sur la thématique des tablettes de défiction. Et puis, on peut voir qu'ils se sont amusés un petit peu, ils s'amusaient un petit peu dans leur correspondance à reproduire ce qu'on pouvait trouver parfois comme inscription antique. Voilà. Ensuite, on a aussi une grosse partie qui concerne ses travaux en Auvergne en tant qu'historien et archéologue. Donc là aussi, c'est assez intéressant. On va avoir des carnets de fouilles, beaucoup de notes, des coupures de presse sur toutes les trouvailles qui ont été faites sur le département, des publications et aussi toutes les notices qu'il a faites pour chaque commune du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, puisqu'il avait été missionné pour participer à la rédaction de la carte archéologique de la Gaule. Et enfin, donc, dans une dernière partie, on va avoir toutes les archives qui ont trait vraiment à son activité scientifique autour de l'Afrique du Nord et donc de ses 2 thèses de doctorat, puisqu'il en a soutenu 2. Une, c'était pas assez, 2, c'était bien. Donc d'abord une thèse française intitulée Carthage romaine et une thèse latine, cette fois, qui était vraiment consacrée aux tablettes de défiction. Donc là, on va avoir dans les fonds tout un ensemble documentaire qui lui a servi à préparer ses thèses, en fait, toute la documentation, tous les carnets de notes. Et par exemple, je vous parlais tout à l'heure de sa mission en Algérie en 1889, et on va avoir des carnets de voyage qui sont assez jolis, en fait, qui sont à la fois une documentation historique et personnelle qui sont assez intéressants à découvrir. Mais surtout, donc, Auguste Deland était spécialiste donc, de ces tablettes de défiction. Donc, on a une petite partie du Fonds des archives qui est consacrée vraiment à cette thématique-là, puisqu'il faut savoir que tout au long du 19e siècle, les fouilles mettent au jour de nouvelles lamelles de plomb. Donc, mon collègue vous détaillera un petit peu après ce que sont vraiment que ces tablettes, qui sont pendant très longtemps boudées par les chercheurs, en fait. Vous avez un exemple ici, par exemple, de ce qu'on peut retrouver dans le fond, qui sont boudés par les chercheurs parce qu'il y a une aura un petit peu, enfin voilà, ils sont superstitieux, on a peur que les étudier, ça porte malheur, donc voilà, ils les regardent un petit peu de loin. Et notamment, il y a le chercheur Richard Heim qui, dans son ouvrage sur la magie dans l'Antiquité, qui est publié en 1892, néglige vraiment délibérément les tablettes de défiction et déclare même, donc là je le cite, « J'ai laissé de côté les tablettes de dévotion parce que ce qui m'intéressait dans les paroles magiques, c'était leur puissance de guérison et de salut et non leur pouvoir de malédiction et de malfaisance. » Donc là on voit bien clairement que voilà, le côté magie noire de ces objets les rebute un petit peu, mais c'est vraiment pas quelque chose qui pour le coup a rebuté Au-Dolan, qui au contraire s'est engouffré un petit peu dans la brèche et a voulu éditer un recueil aussi complet que possible de toutes les tablettes imprécatoires retrouvées pour l'époque. Et à l'époque, ils sont que 2 en fait à vraiment travailler sur ce sujet. Donc le fameux Richard Wunsch, dont je vous ai montré la lettre tout à l'heure, qui va travailler avec lui, qui a déjà travaillé un petit peu sur le sujet, donc qui a mis en place une méthodologie de recherche que Auguste Au-Dolan va reprendre, puisque Richard Wunsch va décéder prématurément lors de la Première Guerre mondiale. Donc Au-Dolan va tout de suite s'emparer du sujet, va beaucoup publier très vite sur ses tablettes, même avant l'édition, enfin la fin de sa thèse. Et c'est d'ailleurs lui, en fait, qui va nommer ces tablettes de défiction, puisque auparavant on parlait de tablettes de dévotion, et qui va définir vraiment ce que c'est qu'une tablette. Donc il va devenir le spécialiste des tablettes de défiction. Et à ce titre, on va lui demander d'étudier toutes sortes de tablettes. Soit on va lui demander de se déplacer pour venir les consulter, soit parfois on va lui envoyer des photographies, ou soit on va lui envoyer, cette fois, les originales des tablettes. Et c'est ce qui va expliquer qu'on retrouve aujourd'hui ces tablettes dans les collections d'Au-Dolan, donc aujourd'hui conservées très largement au musée Bargouin, et 4 sont toujours conservées aux archives. Et hop, si je vous montre une photo, voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, elles sont vraiment dans leur emballage d'origine, entre guillemets. Hein, c'est vraiment le contenant qui a été utilisé pour les envoyer à Au-Dolan. Donc, voilà, on voit bien que c'est
le directeur des Antiquités à Tunis qui les envoie à Monsieur Odolan par le biais du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Donc ça va permettre vraiment de contextualiser un maximum en fait la découverte de ces tablettes, de savoir à peu près d'où elles viennent, etc. Et voilà, de voir un petit peu comment ils travaillaient finalement, puisque dans le dossier, dans les archives qu'on va trouver, on va avoir à chaque fois, pour chaque tablette, il va leur attribuer un numéro. Et pour chaque numéro, pour chaque tablette, chaque exemplaire, il va prendre une photo et à côté, il va faire un croquis. Donc, vous voyez ici, voilà, je vous ai mis plusieurs exemples avec des croquis assez détaillés qui vont permettre de les déchiffrer tant bien que mal. Donc, on a tout ce dossier documentaire, nous, qui est conservé aux archives et que vous trouverez nulle part ailleurs, pour le coup, que chez nous. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'il en reste 4 chez nous et pourquoi il en avait autant chez lui? On peut supposer que c'est des tablettes qui lui avaient été envoyées et qu'il a soit pas eu le temps d'étudier, soit pas eu le temps de renvoyer, en fait. Et pour les 4 qui sont conservés aux archives départementales, c'est quasiment, enfin voilà, il les a pas étudiées puisqu'elles n'apparaissent pas du tout dans son petit dossier documentaire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'elles proviennent d'une ville donc, qui se trouve en Tunisie, actuelle, et elles dateraient des 2e et 3e siècles. Voilà, je vous ai montré donc effectivement la façon dont elles se présentent. Voilà, donc ça pose des vrais problèmes de conservation, hein, puisque nous, on conserve majoritairement du papier. Donc voilà, on était un petit peu embêtés aussi avec ces objets-là, et c'est pour ça qu'on a pris la tâche en fait du musée Bargoin pour nous conseiller sur le bon conditionnement, les bonnes conditions de conservation pour préserver au mieux ce patrimoine qui est assez fragile et qui pour le coup est assez exceptionnel voilà, dans la région. Voilà, donc je vais laisser Thibaut poursuivre pour vous en apprendre beaucoup plus sur les tablettes de magie noire en elles-mêmes. Merci. Bonjour à tout le monde. La collection Odolan a été donnée au musée Bargoin en 1972 par le fils d'Auguste Odolan, Dominique, et qui est composé donc, de divers objets que son père a récoltés, amassés au cours de sa longue carrière. Donc là, vous avez des vues des salles du musée, donc des vues anciennes, qui montrent les objets qu'il pouvait posséder, donc des céramiques antiques, italiques, grecques, et des objets métalliques. Et vous regardez en bas à droite de l'image, vous avez le sujet de notre conférence de ce soir, les fameuses tablettes de défiction. Certaines sont à plat, dépliées, et d'autres sont encore enroulées, qui n'ont jamais été dépliées, et donc on ne sait pas encore le texte qu'il y a à l'intérieur. Alors une tablette de défiction, qu'est-ce que c'est? Auguste Odolan, comme le disait Laura, a employé ce terme de défiction. La défictio en latin, c'est l'envoûtement, et non pas de dévotio, parce que la dévotio est un acte religieux public que des prêtres pratiquaient. Il s'agissait également de malédiction. On lançait une malédiction avec la dévotio, mais c'était une malédiction qu'on pouvait lancer par exemple sur une armée ennemie. La défiction, au contraire, c'est quelque chose de privé. C'est le résultat d'une haine ou d'une vengeance privée. C'est un individu qui lance une malédiction contre un autre individu. C'est quelque chose qui, pour le coup, est interdit par la loi. Et ce sont des magiciens qui utilisent tout un rituel très sophistiqué, très codé, pour lancer cette malédiction, moyennant finance évidemment. Alors ces tablettes de défiction sont le plus souvent en plomb. Le plus souvent en plomb parce que le plomb, pour des raisons symboliques et pratiques, le plomb est un matériau qui était relativement courant à la période de l'Antiquité romaine. Il était assez abondant, assez peu cher, et de toute façon, la plupart du temps, le plomb était sur les canalisations. Il pouvait également être en d'autres matériaux, comme le cuivre. On a ici à l'écran, nous avons au musée Bargoin quelques tablettes de cuivre. Il peut également, ces tablettes, avoir comme support du marbre, de l'étain, de la céramique,
Et il existe même des tablettes de défiction en or. Donc en fait, ce n'est pas tant le matériau que le rituel et la formule magique qui sera inscrite dessus qui importe. Nous avons au musée Bargouin, donc dans la collection d'Auguste Odolan, 72 tablettes de défiction qui proviennent d'Afrique du Nord, comme l'expliquait Laura. Nous en avons quelques-unes également qui viennent d'Auvergne, de Gaulle, dont la plus connue est celle de la Source des Roches, qui est actuellement exposée au musée Bargouin. Ces tablettes donc, sont, comme je le disais, essentiellement en plomb, parce que voilà, c'était facile, c'était relativement peu cher. C'est un matériau qui est gris, noir, froid, donc qui pouvait faire référence assez symboliquement, assez facilement au monde infernal, au monde souterrain, car c'est avec ce monde souterrain que le magicien essayait d'entrer en contact pour pouvoir lancer sa malédiction. Le but vraiment, c'était de contraindre une divinité chtonienne, une divinité infernale, un mauvais esprit, un démon, le contraindre d'agir au nom du client pour réaliser la malédiction. Comme c'est un domaine magique, c'est un domaine forcément mystérieux, il fallait en imposer un peu aux clients. On pouvait faire appel à toutes sortes de divinités de tout le bassin méditerranéen. Il n'y avait pas de limite. On pouvait être de divinités grecques, orientales, des démons hébraïques, des divinités égyptiennes, gauloises, etc. Il n'y avait pas de limite. Pour les tablettes d'Afrique du Nord, très souvent, on retrouve le nom d'Abrasax. Donc un démon, un personnage maléfique qui est invoqué pour pouvoir lancer le sort. Et Abrasax, d'après certaines traditions, aurait donné le nom aujourd'hui d'Abracadabra. Donc cet objet que vous voyez à l'écran est une petite boîte en plomb qui fait 8 cm de long à peu près pour 5 cm de diamètre, qui a été trouvée en Tunisie, à Drumet, probablement vers 1904, et qui a été envoyée par la veuve d'un archéologue à Auguste Odolan pour étude. Cette boîte contenait les fragments que vous voyez à l'écran, donc 3 lamelles de plomb qui devaient être une lamelle entière qui a cassé. Et il y avait également le petit stylet, donc cette petite pointe que vous voyez au début de l'écran, et qui servait à inscrire probablement le texte sur la tablette. Parce que le plomb est assez malléable, donc c'est assez facile d'écrire un texte dessus. Voilà. Donc, là, je vous rassure, ma collègue n'a pas écrit de tablette de malédiction, elle a simplement positionné le stylet devant pour pouvoir prendre sa photo, pour illustrer le propos, que c'est n'importe quel objet, des clous, un petit stylet, quelque chose qu'on trouve assez facilement, pour pouvoir inscrire la tablette. Là, c'est une image donc d'un article d'Auguste Odolan qui traitait de cette boîte. La théorie d'Auguste Odolan et de l'archéologue qui avait trouvé cette boîte était que cette boîte et ce qu'elle contenait était en quelque sorte le trousseau du magicien, son attirail. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement si c'est ça ou si ça fait partie d'un rituel un peu plus élaboré de magie où on enfermait la tablette imprécatoire dans cette boîte. Bon, c'est pas encore très clair, mais c'est un objet exceptionnel, nous n'en avons pas tant que ça. Alors donc, les tablettes de défiction, c'est essentiellement un matériau, vous l'avez compris, le plomb, même s'il peut y en avoir d'autres, mais c'est surtout un texte et un rituel. Ce texte, il est maîtrisé par le magicien, il est très codifié. Il est écrit en grec ou en latin, parfois dans les deux langues. Le texte latin peut parfois être écrit avec des caractères grecs et inversement. Il est parfois écrit sur les deux faces de la tablette, ou en style ce qu'on appelle boustrophédon, c'est-à-dire il part de droite à gauche, puis la ligne d'après c'est de gauche à droite, et inversement à chaque ligne. Ou alors, on utilise beaucoup de palindromes et d'autres moyens visuels pour rajouter un peu de mystère et de complexité à sa magie. Et très souvent, dans les tablettes que nous avons au musée Bargouin sur une tablette qui provient d'Afrique du Nord, nous avons un texte qui fait un rond, qui tourne.
autour d'un texte central qui est, lui, le texte de l'imprécation. Le texte qui tourne, c'est un texte qui n'est pas traduisible. C'est un texte qu'on appelle des voces magicae, c'est-à-dire ce sont des paroles magiques. C'est l'invocation elle-même que le magicien va prononcer pour appeler les forces souterraines ou pour appeler le démon. Ce sont des textes qui utilisent beaucoup d'allitération en B, en R, etc., qui utilisent des mots barbares, des mots qui ne sont pas forcément compréhensibles par le client, qui ne parle pas cette langue, on peut utiliser du grec alors que lui parle le latin, voilà, etc. C'est pour rajouter un côté mystérieux et impressionnant. Ces paroles, voilà, par exemple, sont sophistiquées, assez compliquées. Là, le magicien il est censé les prononcer, donc il faut quand même un bon entraînement. Cette phrase, enfin cette suite de caractères, a été trouvée sur une tablette athénienne. Et voilà, vous avez beaucoup d'allitération qui doit créer une atmosphère assez angoissante, assez mystérieuse pour le client. Et ce qui permet voilà, de rajouter un peu de puissance à l'invocation. Et c'est dans ces lignes de paroles magiques qu'on peut retrouver le nom du démon comme Abrasax, qu'on verra plusieurs fois. Alors cette tablette, qui est toujours conservée au musée Bargoin, possède 25 lignes qui sont tronquées. La tablette est lacunaire, donc on n'a pas le texte entier. On ne sait pas très bien quel est le but exact de la malédiction. Sur ces 25 lignes, il y en a 10 qui sont uniquement des invocations, donc totalement intravisibles. Et les autres lignes sont censées être le texte qui désigne la personne ciblée et qui explique ce qu'on veut obtenir du démon. Nous avons un nom propre dans cette tablette. Donc, c'est un personnage qui s'appelle Esonidas. Et pour être certain de ne pas se tromper, pour être certain que le démon invoqué ne se trompe pas de cible, il y a également le nom de sa mère, qui s'appelle Mickey, et également le lignage maternel, donc le nom de sa mère et le nom de la mère de sa mère. Certains qu'on vise la bonne personne. On utilisait uniquement les lignages maternels et pas paternels parce que on était toujours certain de quitter sa mère et on pouvait avoir des doutes parfois sur le père. Donc de ce point de vue, cela nous enseigne qu'une tablette doit être rigoureusement précise pour éviter un retour de flamme, pour ne pas se prendre le maléfice vers soi, parce qu'évidemment ces tablettes ne sont pas signées, on ne sait pas qui envoie le sort. Et donc il faut être certain que le démon qui est invoqué cible la bonne personne. Alors en plus des caractères latins, grecs et des lignes d'invocation, il peut y avoir également des symboles, des signes, des dessins. Sur cette tablette très lacunaire, on voit donc quelques symboles qu'on peut retrouver quasiment identiques sur plusieurs tablettes, qui peut suggérer que c'est le même magicien, la même main, ou alors la même officine qui a créé donc, ces imprécations. Ces symboles servent à augmenter la puissance de l'invocation, à augmenter la puissance du maléfice. Sur les quelques lignes qu'on peut lire, là, nous avons les noms de 2 femmes, probablement en tout cas Anna ou Tatiana, c'est pas encore très certain parce que c'est très lacunaire. On ne sait pas quel est le but exact du maléfice qui est lancé, mais il y a des références au corps de la personne et notamment aux yeux. Les références aux yeux, donc on lui souhaite probablement d'être aveugle, sont fréquentes sur les tablettes judiciaires. Il s'agit de rendre un témoin oculaire aveugle, de quoi on lui souhaite de devenir aveugle le jour du témoignage pour rendre son témoignage non crédible. Les tablettes judiciaires, enfin les malédictions liées au procès, sont assez nombreuses et c'est l'une des origines de ces malédictions. On trouve donc les malédictions, ces tablettes de défiction sont utilisées depuis en gros le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après. Et elles apparaissent d'abord en Grèce. Et en Grèce, la majorité des tablettes, mais pas toutes, sont utilisées beaucoup pour des procès. Ensuite, tout le bassin méditerranéen, pendant l'Empire romain, va utiliser ces malédictions.
Et sur les 2000 tablettes à peu près qui sont recensées, qui sont lues, on peut établir un corpus de différentes raisons de lancer des malédictions. Donc il y a le procès. Donc c'est évidemment essentiellement l'accusé qui lance ces malédictions contre des témoins. Ça peut être assez violent, puisqu'il demande aux témoins d'être aveugles, ou aux témoins de se casser une jambe, casser un bras, de ne pas pouvoir être là. Voilà, ça peut être assez violent. Il y a un autre but de malédiction, c'est la jalousie, la rivalité en amour, donc se débarrasser d'un rival, voire même imposer son désir à une personne. Et on utilise pour ça une malédiction et la magie noire, ce qui est peut être assez étonnant. Les courses de chars, qui est donc un sport excessivement populaire à cette époque. On verra tout à l'heure plusieurs exemples. Et dans la même idée de compétition, il y a aussi la concurrence économique qui peut être liée à des besoins de lancer des malédictions. Et un dernier usage, c'est le vol. On ne peut pas récupérer l'objet qui a été volé parce qu'on ne sait pas qui nous l'a volé, donc on lance une malédiction contre le voleur en précisant bien, en décrivant bien l'objet pour être sûr que le démon évidemment ne se trompe pas de voleur. Voilà l'ensemble des thèmes qui sont développés dans ces tablettes de défiction. Alors donc on a vu les caractères grecs ou latins, les textes, on a vu les symboles, et il y a également des dessins. Alors ici sur cette tablette, vous voyez tout ce qu'on a vu auparavant, donc le texte de l'imprécation, des symboles avec ces sortes de Z, de barres avec des cercles. Et au milieu, nous avons un dessin qui représente un personnage humain, enfin mi-humain, mi-animal en fait. Donc d'après les spécialistes qui ont étudié cette tablette, ce serait un homme nu qui possède dans sa main droite des palmes et une baguette avec peut-être un fouet. Et la tête de ce personnage, comme la tablette est lacunaire, on ne la voit pas, mais on peut deviner qu'elle n'est pas humaine. Nous avons des correspondances avec d'autres tablettes et il est probable que cette tête était la tête d'un cheval. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le sujet des courses. Vous voyez là donc une mosaïque qui montre un aurige, donc un cocher, qui brandit la palme de la victoire et qui possède donc un fouet, de la même façon que le personnage tout à l'heure possédait dans sa main droite ces deux objets. Évidemment, le but, c'était de faire perdre l'équipe adverse. Alors une fois qu'on est allé voir un magicien, qu'on lui a expliqué ce qu'on voulait, que le magicien a fait son rituel, à la fois oral et écrit, la tablette est roulée, comme celle-ci à l'écran, ou elle est pliée. Et en même temps que ce rituel écrit et oral, très souvent, il y avait également soit la torture d'un animal, donc souvent un coq, ou la torture d'une poupée de cire ou en laine. Le but était d'augmenter l'effet imprécatoire et la réussite de la malédiction. Donc, ces objets sont conservés au musée du Louvre, ils viennent d'Égypte, mais dans tout l'Empire romain, c'était plus ou moins la même façon de procéder. Nous avons un papyrus qui nous enseigne, qui nous donne une recette de malédiction et qui nous dit qu'il faut prendre de la cire ou un tour de potier, qu'il faut en façonner 2 figurines, l'une mâle, une femelle. Donc là, c'est une recette pour un envoûtement amoureux. La figurine mâle, il faut en faire un Hermès qui brandit une épée, et avec cette épée, l'enfoncer dans le cou de l'autre figurine. Et celle-ci, il faut, comme celle qui est à l'écran, il faut lui lier les bras, lui lier les jambes, et sur la tête, attacher une substance magique qui est composée de cheveux ou d'ongles qui appartient à la personne visée. Cette idée d'attacher, de lier, on la retrouve très fréquemment dans la plupart des tablettes. On
On souhaite de lier les membres, d'attacher un individu pour qu'il ne puisse pas agir, pour l'assujettir à sa volonté. Ensuite, cette poupée, il faut que le client prononce des paroles. Il le dit par exemple, je te perce telle partie, donc là par exemple l'oreille, je te perce l'oreille à toi, et il donne son nom, pour que tu ne te souviennes de personne, sauf de moi, et là il donne son nom. Et ensuite, il doit prendre une tablette de plomb, donc comme on a vu, une tablette de défiction, il doit écrire la formule dessus, l'enrouler, l'attacher par un lien avec cette poupée, en faire 365 nœuds, et enfin, prononcer la formule rituelle Abrasax prend possession, en donnant le nom de la personne. Donc là, c'est un exemple que nous avons au musée du Louvre. Il y a d'autres exemples tirés d'autres musées. Et ces poupées sont plus rares, on les conserve moins facilement que les tablettes de plomb. Très souvent, même si ce n'est pas à chaque fois, nos tablettes en ont, pour certaines d'entre elles. Ces tablettes, une fois qu'elles sont roulées ou pliées, elles sont ensuite clouées. Quand on voit le clou qui traverse la tablette, c'est un acte symbolique puisqu'il s'agit par là de transpercer et de clouer l'individu qui est visé pour l'assujettir à la volonté de la malédiction. Alors une fois que tout ça est accompli, ce n'est pas fini. La malédiction, il faut pouvoir l'envoyer directement au contact des esprits infernaux. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser des puits, des sources, des cimetières, les murs d'un temple, ou alors il faut le déposer au plus près de la personne qui est visée. Par exemple, pour les rituels amoureux, il faut la déposer dans la maison de la personne visée. Alors pour atteindre une puissance chtonienne, une puissance infernale qui vit dans les souterrains, sous terre, l'un des moyens les plus simples, c'est d'utiliser les sources en eau, les sources d'eau, puisque l'eau sort de la terre. Et on imaginait que l'eau était un moyen idéal, une conduite qui amenait directement, une sorte de porte, vers les enfers, et qu'il suffisait de lancer sa tablette dans cette source pour que immédiatement le démon ou la divinité invoquée puisse recevoir le message. Il faut bien comprendre que comme il s'agit d'un rituel magique, la divinité, on ne lui demande pas son avis, elle est contrainte par le rituel à agir. C'est un rituel auquel tous les gens y croyaient, évidemment. Tous les gens le craignaient même. On sait par exemple que Tacite nous dit que la mort de Germanicus, selon certaines rumeurs, serait liée à une malédiction qu'il aurait subie. Donc tout le monde craignait ces malédictions. C'est pour ça que d'ailleurs c'était interdit. Et c'est aussi pour ça que nous trouvons tant d'amulettes de protection que possédaient les gens. Ces 4 tablettes que vous voyez à l'écran ont été trouvées, donc toujours en Afrique du Nord, à Carthage, dans une source qu'on appelle la fontaine aux 1000 amphores. Donc c'est d'abord un mur d'amphore qui a été découvert en 1905, et à proximité immédiate de ce mur d'amphore, une dizaine d'années plus tard, a été découvert l'accès à ce nymphée, une source d'eau potable qui devait alimenter les habitants de la ville. Et à l'intérieur donc, de cette galerie souterraine en eau, au milieu des boues, ont été trouvés de nombreux objets, des pièces de monnaie, des lampes à huile, des petites céramiques, voilà, tout un tas d'objets, et ainsi que des tablettes de défiction. Et ces tablettes ont été envoyées à Auguste Deland, et c'est pour ça que nous les avons aujourd'hui au musée Bargoin. Et donc les 4 tablettes que vous avez vues tout à l'heure ont été trouvées dans cette fontaine. Alors, 2 de ces tablettes ont pour particularité de désigner la même cible. Alors, ont-elles été écrites pour le même client ou pour 2 clients différents, on ne sait pas. Cette cible, ce sont les bains falerniens. On ne sait pas ce que sont les bains falerniens aujourd'hui. Nous n'avons pas de trace de ce bâtiment, probablement des thermes. Il n'y a pas d'autres précisions sur cette tablette. Je vous avais dit qu'il fallait être très précis sur une tablette pour pouvoir lancer une malédiction. Comme il n'y a pas d'autres précisions,
On peut supposer que ces bains, ces thermes étaient assez connus localement et qu'ils devaient être assez proches de cette fontaine au Milles-en-Fort pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Là, on retrouve encore sur cette tablette le texte circulaire qui enferme l'imprécation pour l'empêcher de sortir et pour augmenter l'effet magique. Et là, ici, on trouve, si vous voyez ma souris, le nom Abrasax qui est invoqué à plusieurs reprises. Alors, outre les sources, l'autre moyen de communiquer avec les divinités infernales, c'est évidemment les cimetières. Ce cimetière de Carthage, de Deir el-Jebani, pardon, donc le cimetière des officiales, parce qu'il y avait beaucoup de tombes de personnes issues de l'administration du proconsul ou des soldats de sa garde. Ce cimetière est composé de constructions carrées, d'ici, dans lesquelles sont enfermées des urnes qui communiquent avec l'extérieur par un canal, vous voyez ici, qu'on appelle un tube à libation, qui est utilisé par les familles du défunt pour leurs offrandes rituelles envers le défunt. Donc une libation ainsi qu'une offrande liquide. L'inconvénient de ces tubes, c'est que pour le magicien, c'était excessivement simple de déposer sa tablette, parce que c'est quand même des petits objets, à l'intérieur de ce tube. La tablette glisse, tombe jusqu'auprès de l'urne, et c'est comme s'il venait d'ouvrir la porte magique d'accès aux enfers, et ainsi, sa tablette contraint réellement le défunt, qui est une âme en peine, à agir. Donc, les familles en étaient effrayées de cette possibilité et mettaient au niveau de l'orifice une plaque en plomb qui était scellée, qui était percée de tout petits trous pour laisser passer les liquides de libation et empêcher les magiciens d'agir. Mais rien n'empêchait le magicien d'avoir, par quelques tours de passe-passe, déposer sa tablette pendant l'inhumation. Il pouvait avoir d'autres moyens pour agir, puisque de toute façon, nous avons trouvé beaucoup de tablettes de défiction dans ces cimetières. Alors les défunts, les morts, c'était évidemment l'idéal pour les magiciens, mais de tous les défunts, les préférés des magiciens, c'était ceux qui sont morts prématurément, donc comme les enfants, parce qu'ils n'ont pas accompli le cycle qu'on pouvait espérer qu'ils accomplissent de vie. Et donc ils restent un peu en peine le temps de ce nombre d'années qu'ils auraient dû vivre sur Terre. Et c'était un moyen pour les magiciens très facile d'actionner ces défunts, ces âmes, pour les forcer, les contraindre à agir. Également les morts brutales, les morts violentes, donc les assassinats, les exécutions, les morts même accidentelles, étaient des proies favorites pour les magiciens. Ces quelques tablettes qui n'ont pas été déroulées ont été retrouvées dans ce cimetière dont je parle et qui sont actuellement conservées au musée Bargouin. Vous voyez l'état de conservation qui n'est pas des meilleurs de ces tablettes, qui sont très cassantes, très fragiles. Certaines sont plus virulentes. Il n'est pas possible actuellement de les dérouler sans prendre le risque de tout casser. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont toujours pas déroulées et qu'on ne peut pas connaître encore le texte qui est écrit à l'intérieur. Un autre endroit où on trouve beaucoup de tablettes de défiction, ce sont les lieux, donc les amphithéâtres, les cirques. Ici, c'est celui de Carthage, qui a été dégagé, déblayé en 1896-1897. Vous voyez à l'intérieur, au milieu, il y a un couloir central qui était sous l'arène, c'est un couloir souterrain. Et ce couloir desservait une fosse carrée dans laquelle on a retrouvé beaucoup d'objets qui ont été perdus, abandonnés. Encore une fois, des poteries, des pièces de monnaie, et des objets qui ont été déposés, pour le coup, intentionnellement, qui sont ces fameuses lamelles de plomb. Elles ont été déposées là parce que, pour plusieurs raisons. Ça pouvait être un lieu où on déposait des cadavres après exécution ou après un accident de course de char ou un gladiateur qui aurait succombé à ses blessures. Donc c'était un endroit où il y avait de la mort, et donc c'était une entrée parfaite pour les puissances infernales. Mais c'était également un endroit parfait si on y faisait des courses de chars, justement, ce qui permettait à la tablette d'agir au plus près du lieu et de ne pas se tromper de cible, puisque la tablette était à l'endroit même où avait lieu la course.
Donc, nous avons au musée Bargouin, toujours de ces tablettes d'Afrique du Nord, un certain nombre de tablettes qui proviennent à la fois de cet amphithéâtre, de la source au Milan-Fort ou du cimetière, et qui ont pour sujet les courses de chars. Donc les courses de chars, comme vous le savez sans doute, étaient extrêmement populaires. Les Romains en étaient fous. Il y avait une énorme ferveur populaire, 4 équipes, les rouges, les bleus, les blancs, les verts. On avait une équipe, alors ça pouvait être le quartier entier qui soutenait une équipe contre un autre quartier, ça pouvait également être des classes sociales les unes contre les autres. On faisait beaucoup de paris sur ces courses de chars, des paris qui étaient interdits, mais on faisait quand même. Donc il pouvait y avoir beaucoup d'échanges d'argent à ce moment-là. Et tout ça mélangé faisait que parfois on avait besoin, envie de tricher pour s'assurer de la victoire. Donc cette lampe à huile qui présente donc ce cocher ne provient pas d'Afrique du Nord, hein. Il est dans nos collections, mais c'était juste à titre d'illustration. Vous avez ici, dans nos collections, pour le coup, une tablette avec, alors je ne sais pas si vous la voyez, je vais utiliser la souris, ici, le contour. Voilà, le contour ici, le profil d'une tête de cheval, et ici, le trou, qui était le trou fait par le clou qui a disparu, qui figure l'œil du cheval. Alors cette tablette, voilà, qui est également lacunaire, vous voyez que certains mots sont pointillés parce qu'on n'a pas réussi à les lire. Auguste Deland n'a pas réussi à les lire à cause de ce sont des tablettes anciennes, il y a eu un peu de corrosion qui cache certains mots. Il s'agit d'une tablette qui fait référence donc à des courses de chars. Nous avons le nom d'un cocher, si j'arrive à le retrouver, voilà, il est ici. Strabonianion, donc c'est un cocher qui s'appelle Strabonianus. Nous avons les noms de ses chevaux, parce que tous les chevaux, on les connaissait. Nous avons le nom de son équipe, c'est l'équipe bleue. Voilà. Pas besoin du nom de sa mère, ce cocher. Il suffit de savoir son équipe, le nom de ses chevaux. La divinité infernale ne peut pas se tromper de cible, surtout que cette tablette, comme la plupart des tablettes de compétition, devait agir le jour même. On faisait ces tablettes pour la compétition qui avait lieu le matin ou l'après-midi, et on faisait la tablette le jour même. Et donc la divinité qui était contrainte d'agir immédiatement. Donc, assez peu de chances d'erreur. Une autre tablette, également liée aux courses, nous avons le nom d'un autre cocher, Scorpianus, le nom de ses chevaux aussi, et il y en a 4. Et nous avons les termes, ces chevaux qui sont introgus et dextrogus, donc celui qui est à l'extrême gauche, donc c'est le cheval qui conduit le char, et celui qui est à l'extrême droite, qui est également une position stratégique dans le positionnement des chevaux. Et donc dans ces tablettes, celle-là et celle d'avant, on invoque des divinités pour empêcher les chevaux d'avoir de la vigueur, pour les empêcher de courir, pour les empêcher de s'élancer, pour les empêcher de serrer de près l'adversaire, pour les empêcher de tourner habilement autour des bornes. Voilà, on essaye de penser à tous les cas de figure pour empêcher l'équipage, tout simplement, de remporter la victoire. Donc voilà, on a vu les grands thèmes de ces tablettes de malédiction. Elles ont été donc découvertes de façon archéologique. Elles ont séjourné pendant plusieurs siècles sous terre ou dans de l'eau. Et l'état de conservation actuel s'en ressent. C'est des tablettes qui sont très fragiles, qui sont parfois cassées, qui ont des états de surface pulvérulents, donc c'est-à-dire qu'elles sont en corrosion active. Elles ont des acétates de plomb qui se promènent un peu partout. Vous savez que le plomb est toxique, donc il faut faire très attention. C'est peut-être la dernière malédiction réelle de ces tablettes. On ne peut pas les dérouler, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que si on les déroule, on les casse. Et on n'est pas du tout certain de pouvoir lire ce qu'il y a dedans à cause des corrosions de surface qui cachent tout. Alors, il peut exister plusieurs possibilités de conservation. L'une d'entre elles, c'est d'utiliser l'électrolyse pour
enlever ces produits de corrosion et les acétates de plomb, qui permet au plomb de se régénérer en quelque sorte. C'est un peu le seul métal pour lequel c'est possible. Et qui pourrait permettre au plomb de redevenir mou et donc théoriquement, de les dérouler. Mais ça reste que de la théorie, parce qu'il faut faire des essais, car lorsque vous plongez cet objet dans un bain d'électrolyse, donc c'est un courant électrique qui parcourt le bain, c'est de l'eau avec un courant électrique, il faut que ce courant électrique touche toutes les parties métalliques de l'objet, et comme l'objet est plié plusieurs fois, qu'il est serré, roulé très fortement et serré, les parties métalliques qui se trouvent au cœur de l'objet ne sera pas atteinte, et il n'est pas donc certain du tout que cette méthode fonctionne. Il y a d'autres méthodes qui sont en cours de développement et qu'on peut espérer des résultats probants, même si pour le moment c'est encore des tests. Ce sont des méthodes de spectrométrie, de photogrammétrie ou d'imagerie qui ressembleraient à une méthode d'imagerie médicale pour essayer de lire les reliefs qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de ces tablettes et de les dérouler par ingénierie informatique. Et grâce à ces reliefs, déterminer s'il s'agit de lettres ou autre chose. Mais voilà, bon, ça c'est l'avenir qui nous dira si c'est possible ou pas. Voilà, c'est peut-être la dernière malédiction qui nous reste de ces tablettes, c'est que nous n'arrivons pas à les lire. Oh, merci. Si vous avez des questions. Finalement, vous présentez beaucoup de tablettes qui viennent de Carthage. Sur le Puy-de-Dôme, on va dire d'Auvergne, qu'est-ce qu'il y a comme table? Quels sont les sites dans lesquels il y a eu des tablettes? Alors pour nous, au musée Bargoin, nous possédons quelques tablettes locales, effectivement. Nous avons des tablettes qui viennent de la nécropole des Martres de Verre, quelques-unes qui sont dépliées, qu'on peut lire, et d'autres qui sont en fragments, qui tombent en poussière, donc on peut pas savoir s'il y a décrit dessus. Et une très intéressante qui provient de la source des roches de Chamalières. Encore une fois, une source, une nécropole. On reste toujours dans la même idée de communication avec les divinités infernales. Celle de la source des roches invoque une divinité, Maponos, qu'on ne connaît pas forcément par ailleurs, pas de façon évidente, qui est intéressante car elle est en langue gauloise avec des caractères grecs. C'est l'un des plus longs textes qu'on ait en langue gauloise d'ailleurs dans le corpus ici en France. Vous pouvez voir cette tablette, elle est exposée actuellement au musée Bargoin. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la nouvelle salle de la source des roches, qui était donc une source dans laquelle on a jeté des objets en offrande aux dieux, donc des ex-voto, des objets en bois. Et on pouvait jeter également des offrandes, des fruits, des noix, etc., pour remercier une divinité en général, c'est de la guérison. On suppose que c'est surtout de la guérison. Donc c'est soit demander une guérison, soit la remercier. C'est pour ça qu'on parle d'ex-voto. Et comme il s'agit d'une source, c'est également une voie d'accès pour contraindre une divinité infernale à agir, donc par le biais de cette pratique de la défiction. Après, ailleurs en Auvergne, j'avoue, je ne sais pas tout le corpus qui pourrait exister. Merci pour cette intéressante conférence. J'avais une petite question pour l'avenir finalement. Est-ce que vous envisagez de réunir et de présenter à la fois les archives et les objets? Est-ce qu'on pourra voir les deux réunis un jour dans le cadre d'une exposition temporaire? Alors rien n'est impossible. Pour le moment, vous savez que donc, le musée Bargoin a entamé un cycle de travaux. Il va repenser son parcours d'exposition. Alors ces tablettes, précisément celles-là, celles d'Auguste Dolan, sont des tablettes d'Afrique du Nord, donc ça ne correspond pas tout à fait au parcours que l'on souhaite pour le musée, qui est plutôt un ancrage local. Mais il n'est pas impossible, effectivement, qu'à l'occasion, on fasse une exposition sur la magie en manière générale, ou sur les tablettes, ou une petite présentation. Et dans ce cas, effectivement, les tablettes qui sont aux archives, et les archives même d'Auguste Dolan, voire même une exposition sur Auguste Dolan, est tout à fait envisageable. Merci. Moi, j'avais une question. Ce que vous dites que les tablettes, on les déposait auprès de la personne, éventuellement, on disait, on l'a retrouvée après chez elle, par exemple, la personne l'a trouvée.
Vous avez été tué, évidemment. Je ne connais pas tous les rites magiques, mais j'imagine qu'il devait y avoir des rites de désenvoûtement. Ce qui est fait peut être défait par la même procédure magique. Donc oui, si quelqu'un trouve une tablette, d'abord il doit être assez effrayé parce qu'on y croyait réellement à ces envoûtements. Et oui, le risque c'est de les retrouver effectivement et après de faire une enquête pour savoir qui l'a lancé. Après, qu'est-ce qu'il en fait exactement? Je vous avoue, je ne sais pas. Parce que la plupart, vous les trouvez dans les habitations là, Non, celle que je vous ai présentée, c'est dans des nécropoles et des sources. Bon, dans les habitations, après, c'est des exemples que je vous ai donnés pour l'ensemble du monde romain. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la plus répandue. Oui, bonsoir, j'ai une question également. Vous avez dit que c'était illégal. Si le magicien ou le client se fait attraper à faire des tablettes de défiction, il risque quoi? Alors, je ne connais pas parfaitement le code romain, mais je pense qu'il risque gros et probablement la peine capitale. C'est pourquoi le vol de plomb sur les canalisations n'est pas si grave à côté d'une malédiction qui est lancée. Bonsoir, j'aurais une question. Vous avez dit qu'il a travaillé sur une carte archéologique de la Gaule, Auguste Odolant. Est-ce qu'elle est actualisée ou ça n'existe plus aujourd'hui? Si, elle existe toujours, oui, effectivement. C'est quelque chose qui est remis à jour, qui est un gros travail, hein, donc c'est pas remis à jour non plus très souvent, mais effectivement, oui, c'est quelque chose qui existe toujours. Et donc, vous pouvez trouver dans le fonds Odolant la première version, en tout cas, toutes ces fiches par commune, donc qui apportent quand même beaucoup d'éléments sur les recherches archéologiques de l'époque. Est-ce qu'en France, il y a d'autres plaquettes comme ça qui sont conservées dans d'autres archives départementales? À ma connaissance, dans d'autres centres d'archives départementales, non. C'est que là, on est vraiment sur la spécificité, sur la personnalité d'Auguste Odolant, en fait. C'est vraiment ça qui explique qu'on les ait chez nous, puisque c'était l'expert, en fait, le spécialiste au niveau même international. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on les a chez nous. Et dans d'autres musées, il y en a dans d'autres musées en France? Oui, on peut en trouver ailleurs, tout à fait. Et on continue à en trouver lors de fouilles, tout à fait. Donc c'était très utilisé, ça marchait bien. On y croyait en tout cas. Oui, vous nous avez parlé de troubles qu'on apporte, qu'on veut créer chez la personne visée, par exemple pour les courses, pour qu'ils perdent, tout ça. Mais est-ce qu'on souhaitait carrément la mort? Parce qu'en procès, s'il appelle le témoin et meurt, c'est vite résolu, quoi. Tout est possible. On peut souhaiter la mort, effectivement. On peut souhaiter des tas de choses différentes. La divinité, après, elle est contrainte à faire ce qui est écrit sur la tablette. Après, il y a des choses que nous, on a du mal à imaginer. Par exemple, sur la tablette de la source des roches, on souhaite la déformation des os longs de la personne, par exemple. Voilà, c'est assez subtil, hein, c'est pas très gentil. Il n'y a pas forcément besoin de tuer pour avoir une malédiction assez puissante. Excusez-moi, vous l'avez déjà sûrement dit, mais elles ont dû être étudiées, ces tablettes, et est-ce qu'on arrive à les dater? Est-ce qu'on sait à peu près de quelle période à quelle période? Parce que l'Antiquité romaine, c'est assez vaste, et du coup, est-ce qu'on arrive à faire un lien, je ne sais pas, par exemple, avec les différentes périodes politiques ou les évolutions religieuses? Est-ce qu'il y a eu des études qui permettent de dire si c'était plutôt du temps au temps? Alors, oui, les tablettes sont utilisées en gros du IVe siècle avant, donc ça paraît en Grèce, jusqu'au VIe siècle après, hein, donc le christianisme y met un terme. Celles d'Afrique du Nord, elles sont du IIe, IIIe siècle, en tout cas celles qu'on possède. Hein. En fait, ce sont les fouilles archéologiques qui permettent de déterminer avec la présence des autres objets, de savoir leur chronologie. Mais comme ce sont des jalousies, des rivalités personnelles, il n'y a pas forcément de lien avec des motifs politiques ou officiels. C'est vraiment de l'ordre du privé. Hein. C'est vraiment je te déteste, je t'envoie une malédiction. Ou tu m'as fait un mauvais coup, je vais me venger. Donc forcément, ce n'est pas forcément lié à quelque chose d'officiel. Vous avez dit que le plomb, il provenait des canalisations.
majoritairement. Est-ce qu'il y a des cas où on a vu que le plomb venait d'un endroit, on a pu retrouver entre guillemets les canalisations de la ville qui étaient associées où on avait prélevé le plomb, ou est-ce que des fois le plomb pouvait venir de beaucoup plus loin? Vous voulez savoir d'où provenait le plomb des tablettes? Oui. Non, ça, on ne peut pas savoir exactement si le plomb provient exactement de la canalisation qu'on a retrouvée quelques mètres plus loin, parce qu'après, le plomb, c'est un métal qui a un point de fusion assez bas, donc il peut se retravailler assez facilement. C'est un matériau qui était assez abondant, justement, parce qu'il avait un point de fusion assez bas, c'était assez facile pour tout le monde de faire des objets en plomb. On pouvait en trouver vraiment un peu partout. Alors peut-être qu'il y a eu des études pour essayer de savoir d'où provenait précisément ce plomb-là, mais comme je vous disais, ce n'est pas tant le matériau que la formule qui est inscrite et le rite qui importe. Bonsoir. Vous avez parlé de la tablette dans la grotte de Chamalières. Est-ce que vous connaissez la période historique de la création de cette tablette? C'est juste une estimation, donc environ de 1er, 2e siècle. Mais on ne peut pas savoir plus précisément. Peut-être juste pour conclure, pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver donc, dans le hall des archives départementales une petite partie du fonds d'Augusto Dolan, voilà, qui sera mis en valeur dans une vitrine dans le cadre de notre document du mois. Voilà.